Eh bien, ça y est, je pense qu'on est en ligne. J'ai vu la cible décroître. 3, 2, 1. C'est toujours un peu flippant, mais bon, ça y est. On est tous en forme pour ce qui sera sans doute un des derniers webinaires de votre année sur les vérités 2025 du digital learning et celles que nous avons retenues qui pourraient effectivement compter en 2026. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à nos intervenants, puisqu'on a opté pour un format table ronde. Alors, allons de gauche à droite. Jean-Roch, est-ce que tu as encore besoin de te présenter? Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous de nous proposer ce moment de partage. Écoutez, je dirige les opérations, puis tout ce qui est pédagogie, digital, innovation pour Safran University, voilà, l'université du groupe Safran. Et tu es un distingué conférencier, auteur et presque éditorialiste d'e-learning letter, puisque tu écris régulièrement dans cet auguste média que tout le monde connaît. Ma chère Bérangère, on se connaît aussi, donc on va se tutoyer, c'est pas la peine de faire un faux mouvement. Tout à fait. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Donc, je suis Bérangère Vuaya et je m'occupe de la formation des centres d'appel pour la société Canal+, pour les abonnés français. Voilà. Je signale au passage que Jean-Roch et Bérangère sont tous les deux des lauréats des trophées du digital learning. Donc, nous avons affaire là au nec plus ultra de la formation du learning et développement français. Et puisqu'on est toujours dans les trophées, je signale que Elodie elle-même, en tant que Most Mind on Site, a eu des clients, notamment Bérangère Vuilla, mais aussi Air France et d'autres qui ont bien représenté le digital learning au trophée du digital learning. Tu peux te présenter? Merci Michel de cette introduction sympathique. Donc, je suis Élodie Primo, la fondatrice et la directrice de Most Mind on Site. Donc, on est éditeur de solutions logicielles de formation, Learning Management System, et on est basé en Suisse. Vous entendrez mon petit accent. Je suis tout près de Lausanne, au bord du lac. Dans un très bel endroit, décidément, que j'ai plaisir à visiter, et tout de même assez régulièrement invité par vous et par Marion, que je n'oublie pas, qui est en back-office. Marion, qui est la responsable marketing de Most Mind on Site. Et si ça réussit, ce webinaire, j'entends, on le devra beaucoup à Marion. Merci Marion, même si on ne te voit pas à l'écran. Alors, quel est le programme que nous avons décidé pour vous? On a noté 5 grandes vérités 2025 qui pourraient avoir un impact important sur l'année 2026. Alors, vous les avez sous les yeux. La première, évidemment, on va traiter de l'IA et essayer de déterminer ce qui peut être la vraie valeur de l'IA aujourd'hui. Après tout, ChatGPT est sorti à l'automne 2022. On a maintenant 3 ans de recul. On sait que son usage s'en est largement généralisé, qu'il a été accompagné par l'arrivée de multiples d'autres intelligences artificielles génératives. On peut penser à Claude, on peut penser à Gemini 3 évidemment de Google, qui là aussi bouleverse un petit peu la donne. Le deuxième point SVO, c'est un peu mystérieux, mais on va parler des skill-based organizations, c'est-à-dire des organisations qui sont fondées sur les compétences et comment effectivement on articule aujourd'hui de plus en plus le développement des compétences avec la formation, avec les dispositifs et les stratégies de formation. Un point particulier sur la formation des cols bleus, qui a pris beaucoup d'importance cette année pour des raisons sur lesquelles on reviendra sans doute. Le retour du présentiel, review. Alors là, évidemment, ça va séduire notre audience parce qu'on aime le digital learning, bien sûr, mais on aime aussi beaucoup le métier du présentiel lorsqu'on se confronte dans une salle ou sur le terrain aux collaborateurs. Et puis, on traitera des injonctions contradictoires qui sont celles qui guettent aujourd'hui tout responsable de formation, c'est-à-dire au fond, on veut servir mieux, mais en dépensant moins. On leur demande de servir localement en faisant du sur-mesure au plus proche du terrain, mais en même temps de mutualiser un certain nombre de choses globalement. Bref, on essaiera de voir comment on peut traiter cela. Mais, évidemment, vous avez été très nombreux à vous inscrire, plus de 200 personnes,
est largement passé, c'est 200 d'ailleurs. Vous êtes nombreux en ligne aujourd'hui. On va vous laisser un peu la parole pour vous faire rentrer aussi dans le vif du sujet avec un premier sondage qui va porter sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la fondation. Donc, en 2025, où en est votre organisation dans l'usage de l'intelligence artificielle pour la formation? Pour répondre à ce sondage, vous avez un petit symbole tout en bas à droite de votre écran. Ça y est, vous avez aussi l'affichage des réponses possibles sur votre écran. Et si vous voulez savoir ce que les autres ont voté, il faut soumettre votre vote. Donc, je vais moi-même de le faire, mais je demande à Jean-Roch et à Bérangère de le faire aussi. À voter. Je n'ai pas voté, par contre. Eh bien, tant pis pour toi. Alors, en cliquant sur l'onglet sondage, on voit apparaître déjà une tendance importante, puisque ce qui l'emporte d'assez loin, c'est la réponse des cas d'usage identifiés, mais non généralisés. On a déjà 66 votes, donc c'est vraiment significatif. Et puis, en deuxième lieu, des expérimentations isolées. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on n'en est plus au stade de l'observation, parce que 6% seulement, pour l'instant, des participants ont répondu à cette réponse. Et puis, on a juste au-dessus déploiement structuré et usage stabilisé. Bien, je pense que vous pouvez continuer de voter, mais je pense que d'ores et déjà, je vais laisser la parole à Jean-Roch sur les résultats de ce sondage et sur le commentaire qu'il peut en faire. Oui, ben je pense, en fait, moi, je me retrouve dans la catégorie des travaux qu'on a pu mener sur les cas d'usage, mais en même temps, sans pouvoir dire que c'est fondamentalement encore totalement généralisé, on peut le dire, à l'ensemble des acteurs de la formation. On est même plutôt en train de poser un peu le crayon avec cette histoire d'intelligence artificielle générative. Vous l'avez peut-être ressenti dans les dernières conférences, dernières discussions, il y a un début de relativisation qui commence à arriver. Je pense qu'on a beaucoup couru derrière la tech, mais il commence à y avoir des réflexions certaines, y compris d'ailleurs d'un point de vue de la pédagogie, sur ce qu'elle va engendrer sur nos propres clients, c'est-à-dire nos propres apprenants. Ce qui fait que, voilà, en tout cas dans le cas de Safran et pour les acteurs de la formation, on mène pas mal de réflexions à ce niveau-là, tout en ayant des cas d'usage qui sont déjà répandus au niveau de nos différents producteurs, par exemple, ou productrices de contenu de formation. Bérangère, où tu te situes par rapport à ces réponses? Oui, ben c'est entre les cas d'usage identifiés mais non généralisés. Voilà, et je rejoins Jean-Roch sur le fait que on était un peu partout. On essayait de regarder un peu tout en début d'année et là, on se focalise sur des expérimentations, notamment nous, c'est les simulateurs conversationnels et on met beaucoup d'énergie là-dessus. Alors, je ne sais pas si on y reviendra après, mais parce que voilà, on est obligé un peu de ralentir et de se focuser sur certains sujets parce que on se rend compte que justement, ça prend du temps d'utiliser correctement les IA. Donc, voilà, donc on essaye de focuser sur quelques cas et de bien aller en profondeur dedans. Voilà. Élodie, ça correspond à ce que tu vois chez les clients de Moz d'une façon générale? Oui, c'est tout à fait ça. On est plutôt dans la catégorie, on a des cas d'usage identifiés, des clients qui utilisent. Moi, je dirais que 2025, ce n'est pas l'année où l'IA a transformé la formation, mais on commence à comprendre ce qu'elle peut réellement apporter et aussi ce qu'elle n'apportera pas. C'est plutôt là-dessus où on travaille en ce moment avec les clients. Donc, on est bien sûr dans le 54%. Il y a quelques déploiements structurés qui se font, notamment sur les assistants. Ça, c'est, on va dire, le côté un peu plus classique. Eh bien, on est déjà dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire sur notre premier thème. Il y a intelligence artificielle entre buzz et vraie valeur pour l'information. Moi, ce que je retiens, et je vais laisser peut-être la parole à Jean-Roch sur ce plan, mais enfin, il y a une chose qui m'a intéressé dans ce que tu disais, à savoir, bon, ça s'est généralisé, entre guillemets,
chez les collaborateurs dans l'entreprise, sans forcément avoir d'ailleurs toujours le soutien, une structuration apportée par la formation ou l'organisation qui elle-même veut y aller prudemment. On sait que derrière l'intelligence artificielle, il y a toute une série de problématiques, notamment de confidentialité des données, qui se posent, surtout dans le secteur de l'armement, de l'industrie où vous êtes, évidemment. Et donc, après quand même ce fort développement de cas d'usage, une espèce de prise de recul notamment sur ce qui a vraiment de la valeur. Alors, on a parlé de cas d'usage. Moi, j'aimerais bien justement que tu dises ce que tu as fait avec l'intelligence artificielle au sein de l'université Safran en 2025. Quels sont les cas d'usage qui ont, selon toi, créé le plus de valeur? Ça nous intéresse vraiment de connaître ça. Oui, avec plaisir. Donc, en effet, on parle cas d'usage d'abord et je dirais solution ensuite. Rien que ça, déjà, ça me semble très intéressant pour procéder à une forme de rationalisation de solutions toujours plus nombreuses. Donc, on a travaillé à décomposer en fait les cas sur des modèles comme, et on l'a publié dans la newsletter e-learning fait fort, le modèle ADI qui n'est pas du tout nouveau, mais enfin qui avait au moins une vertu, celle d'être structurante. Dans les cas d'usage de l'université, on peut en citer plusieurs. Alors d'abord, dans les parties analyse des besoins, où on n'est d'ailleurs pas souvent les meilleurs, en toute honnêteté, c'est-à-dire l'ingénierie de formation au sens de la compréhension d'un besoin business. On a beaucoup travaillé les personas. Je crois que là-dessus, l'IA a une très, très grande valeur. Tu peux rappeler peut-être, Jean, ce qu'on appelle un persona? Oui, persona, donc une collection en fait de, entre guillemets, de parties prenantes qui sont concernées par le programme de formation que vous allez mettre en œuvre et à commencer par ses futurs clients, ses futurs apprenants. Et là, on peut faire un travail donc de mise de précision de profil de ces parties prenantes, de ces personas types, par exemple dans le domaine du marketing, qui, je pense, pour la formation, qui, une fois de plus, doit encore beaucoup se développer à ce niveau-là, vont nous aider à mieux cerner les populations à adresser lorsqu'on se met à l'ouvrage pour concevoir un programme de formation. Donc aujourd'hui, on utilise des LLM très simplement comme GPT avec des données qui restent très génériques, donc on peut sortir. On a également un GPT Secured, tel que le groupe l'a pris, où là, on va pouvoir travailler la constitution, la production de nos personas. Ça, c'est vraiment intéressant en amont et ça se développe plutôt bien. Ensuite, il y a surtout les usages de production, c'est-à-dire sur le fameux le double D, design et développement, où là, on peut le dire, on a quand même une utilisation assez massive. On verra aussi les limites après du système de production de ce qu'on appelle désormais les pré-modules et les pré-parcours, qui sont généralement fabriqués avec un certain nombre de contenus que nos auteurs-autrices vont amener dans le système central et sur lesquels ensuite, évidemment, ils vont reprendre la main. À titre d'exemple, typiquement, vous le savez très bien, la génération de quiz, qui peut être assez intéressante. Lorsque vous savez qu'un quiz, en général, c'est un travail assez conséquent d'au moins 1 heure pour créer la question et les fameuses alternatives. Donc là-dessus, il y a un fort succès. On a à peu près, pour donner des chiffres en termes d'adoption, à peu près 250 modules qui ont été appuyés par IA sur la période 2025, soit à peu près 12% des productions de l'année, c'est-à-dire à peu près 2000 modules réalisés par nos 700 auteurs-autrices, eh bien 12% a été assisté par IA, et en particulier dans ces 2D, de design et de développement. Il y a aussi un autre usage que je voudrais citer, parce que là, on peut le dire, l'IA, c'est l'IA positive, c'est l'accessibilité au contenu, qui est quand même pas non plus là le fer de lance des directions learning comme la mienne, où on a quand même un espace d'opportunité qui s'est vraiment ouvert. Je pense entre autres à la localisation des contenus. On fait par exemple pas mal de teasing de la formation à base d'avatar. Mais là encore, on le verra avec des limites, ce qui permet quand même d'aller sur des terrains où on allait assez peu, où on va le dire assez mal. Et puis on y reviendra peut-être, on est en train de travailler sur une autre forme d'IA, qu'on appelle l'IA de confrontation. On va se lancer dans des sas d'entraînement, qui quelque part avec des agents, nous rapprochent de la réalité terrain et permettent à nos collaborateurs dans les parcours multimodaux, vont permettre à partir de début de l'année prochaine, de se confronter à des situations qu'on essaye de codifier telles qu'elles peuvent se produire sur le terrain. Voilà quelques exemples de cas d'usage chez nous. Bon, ça veut dire tout de même une utilisation dans un spectre très large, une utilisation de l'intelligence artificielle. Bérangère, est-ce que l'intelligence artificielle a commencé à faire son apparition dans la formation des centres d'appel du groupe Canal+?
Oui, oui, à plusieurs niveaux. Elle l'a fait, alors c'est pas mon domaine, mais elle commence à le faire sur la production directement, quand le conseiller est directement en appel. Mais moi, j'interviens sur la formation du conseiller, donc il n'est pas en appel. Et là, je rejoins Jean-Roch. Ça ouvre des perspectives énormes sur la mise en pratique qu'on n'arrivait pas à adresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un conseiller clientèle, il est formé, il a 15 thématiques à voir en 15 jours, et après, il n'a jamais pris d'appel. Et derrière, c'est très stressant. Et par exemple, là, ce serait un cas d'usage, ce serait cette IA de confrontation, cette IA de simulation, où là, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, en pépinière. On va pouvoir utiliser aussi. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait. Alors, ça, c'est pas encore en place. On est en train on est en phase de recette. Et c'est là qu'on découvre un peu le pendant. C'est que pour que l'IA soit très prometteuse, en effet, et qu'elle nous donne des simulations de bon niveau, de très bon niveau, et en fait, il faut beaucoup de temps pour bien l'alimenter. Et là, c'est ce qu'on découvre, c'est que oui, on peut lui donner, par exemple, tu vois, on lui avait donné des dossiers un peu plus marketing. On a vu que sur nos offres, parce que nous, c'était ça le premier cas d'usage, comme disait Jean-Roch, on part d'un cas d'usage, c'est bien connaître nos offres. Et elle ne répondait pas bien. Donc après, on a refait un Word beaucoup plus simple. Enfin, on en avait fait 2. Et puis là encore, elle n'arrivait pas à faire les liens. Enfin, du coup, il y a vraiment tout ce sujet qu'on est en train de travailler. C'est beaucoup plus long qu'on pensait. Par exemple, ça, c'est un des premiers constats. Et donc, du coup, oui, c'est l'IA de confrontation de simulation. Elle devrait faire son entrée en 2026, au T1 2026, si les recettes sont bonnes. Et puis, il y a aussi, en effet, pour l'équipe formation directement. Alors, nous, on n'est pas agencé comme chez Jean-Roch, mais on a une équipe qui produit les contenus. Et là, en effet, on a sur de la génération de scénarios, la génération des quiz. Alors, et puis on va aussi jusqu'au vibe code, qui est quand même apprendre à prompter pour générer du code, pour arriver à faire nos propres modules seuls. Et donc, ça va même très loin. On est en phase d'expérimentation. Comme dirait Élodie, ça n'a encore pas révolutionné, mais on voit bien que sur la production, c'est en train de faire bouger beaucoup et très vite nos façons de produire. Ça nous chamboule, quoi. Voilà. Eh bien, tu me fournis la transition vers Élodie, puisque tu parlais d'Élodie. Élodie, est-ce que aujourd'hui, l'offre MOS Chorus, qui est un véritable écosystème, hein, est-ce qu'elle implémente l'intelligence artificielle? Notamment, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut faciliter, indépendamment de tout ce que viennent de dire Jean-Roch et Bérangère, l'administration d'une plateforme LMS en simplifiant grandement les routines d'administration? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en tant que plateforme technologique sur ces questions? Alors, il y a deux aspects. Il y a le fait, comme le disaient Jean-Roch et Bérangère, c'est qu'ils produisent des contenus. D'un côté, avec des outils auteurs aussi spécialisés ou des simulations. Donc ça, c'est l'intégration qui peut être faite dans le LMS. Et c'est ce qu'il faut effectivement faire. On a intégré, d'ailleurs, je crois que c'était Canal, je ne sais pas si c'était avec toi ou avec International, mais un assistant... le premier assistant, finalement, c'était un assistant client, un chatbot qui a été intégré en iframe. Et puis nous, de notre côté, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aider aussi les administrateurs et les apprenants avec le côté assistant. Donc, on a Mosluma qui vient d'être présenté à nos clients et qui va les aider côté administration, parce que maintenant, ce qu'on a besoin, au-delà d'une aide contextuelle, d'un centre de ressources qu'on avait, d'un portail gamifié très sympa, cette assistance en direct, elle est vraiment, je pense, utile au quotidien, mais aussi côté apprenant, où là, on a des clients qui avaient besoin d'avoir comme une FAQ finalement, côté apprenant, et notamment aussi sur notre app mobile, à l'utilisation côté airline, c'était un besoin. Ce qu'on a aussi mis en place, on n'a pas encore de déploiement chez tous les clients, hein, mais c'est d'avoir une recherche intelligente sur leur contenu.
Je reviens aussi sur ce que disait Jean-Roch avec la création des quiz. C'est vraiment un super outil, l'IA, pour générer des quiz. Et même si nous n'avons pas développé un outil de production IA comme peuvent le faire nos partenaires de type EdTech, nous, ce qu'on a, c'est la possibilité de générer un quiz sur la base d'un contenu. Voilà, pour aider à cette production. Mais le quiz, on voulait aussi le faire aller sur le côté apprenant pour que l'apprenant puisse poser à son aide, à son assistant, son agent presque là, la possibilité de dire interroge-moi sur la formation que je viens de voir, et l'agent fait le petit quiz qui va bien sur le contenu. Donc, c'est ces deux niveaux de quiz que je trouve vraiment intéressants. Et puis après, bien sûr, sur la partie plus au niveau données, de tout ce qu'on peut récolter, ça va être la participation plus active d'un agent qui va être contextuel, qui va pouvoir venir s'immiscer dans le parcours de l'apprenant pour lui poser des questions, lui proposer quelque chose. Donc, personnaliser vraiment, pas uniquement au niveau adaptif, mais en étant présent. Et puis, ça va renforcer, je dirais, les apprentissages. Donc, on est vraiment dans une expérimentation hyper sympathique. Je suis déçue en bien, comme on dit en Suisse. Au départ, j'étais un peu sceptique sur l'IA, mais plus on utilise, plus on expérimente et plus on voit qu'on peut faire des choses vraiment très sympas. Mais je dirais attention, hein, pas de génération massive de contenu sans intention pédagogique. C'est ça aussi la vigilance, le point de vigilance que je mettrais. Voilà. On a passé un petit peu de temps sur ce premier thème parce qu'il est essentiel. On voit bien à vous écouter tous les trois le spectre d'utilisation qui est très large de l'intelligence artificielle. On voit bien que ce n'est plus de la science-fiction, loin s'en faut. C'est pratiquement utilisé pour créer une vraie valeur pédagogique. Moi, j'ai noté la génération de quiz, mais j'ai aussi noté ce que disait Bérangère sur l'aide à la mise en pratique. C'est-à-dire qu'au fond, des problématiques qui étaient prégnantes dans la formation depuis des dizaines d'années commencent à trouver leur solution via une utilisation raisonnable de l'intelligence artificielle. Et puis surtout, je voudrais noter que, encore une fois, l'approche est relativement neuve, puisqu'elle date d'il y a 3 ans seulement, mais que d'ores et déjà, ChatGPT, par exemple, compte 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires dans le monde. Donc, c'est colossal. Je pense qu'on n'a jamais vu une technologie se développer à une vitesse aussi grande. Donc, à suivre de près, et je pense que l'année 2026 sera pleine de nouvelles surprises, d'évolutions, parce que là aussi, la technologie innove de façon accélérée, de façon tout à fait extraordinaire. Je voudrais qu'on passe maintenant au thème numéro 2 qui porte sur les compétences. Et du coup, je vous laisse de nouveau tous la parole sur un sondage auquel vous pouvez répondre sur votre entreprise a-t-elle aujourd'hui une cartographie des compétences réellement utilisée pour piloter la formation? Alors, évidemment, on ne va pas forcément parler d'intelligence artificielle ici, mais là aussi, c'est un domaine d'application d'intelligence artificielle que suit la cartographie des compétences de leur pilotage, etc., qui est tout à fait essentiel. Voilà, je vais vous laisser soumettre votre vote, et puis on va voir apparaître dans l'onglet sondage progressivement les résultats. Avec, là, c'est un peu plus équilibré que sur le premier sondage, avec tout de même 2 items qui se dégagent. Utilisation partielle de la cartographie des compétences par certaines directions et non, aucun référentiel en place. D'ailleurs, les deux sont maintenant à égalité. Ce qu'on note aussi, c'est que l'intégration dans la stratégie globale de formation ne va pas de soi. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait que c'est peu exploité dans les parcours. Alors, tout à l'heure, on a laissé la parole à Jean-Roch pour commentaire premier. Bérangère, quels sont tes commentaires sur ce sondage et qu'est-ce que ça rebondit avec quelle pratique et expérience que tu as au sein du groupe Canal+?
Alors, du coup, nous, comme on s'occupe de la formation des centres d'appel, c'est un petit peu particulier parce que ce ne sont pas des salariés. Mais mais en tant que salarié, je vois aussi notre politique à nous. On se serait situé dans le 33%, c'est-à-dire que, enfin, en interne, forcément, oui, nous, on a un référentiel, mais d'un point de vue formation des centres d'appel, moi, je n'utilise pas de référentiel des compétences. On va plutôt construire les dispositifs en fonction de ce que va nous remonter le terrain, dans le sens qu'en fonction des difficultés de certaines compétences qui viennent de manière récurrente, on va construire le dispositif et on va plutôt construire un référentiel de compétences en fonction des difficultés terrain qu'on rencontre. Et parce que c'est aussi très dur de maintenir un référentiel, et ce que je vois même pour ma propre équipe formation, c'est que les formations qu'on demande depuis quelques années, elles ne sont même pas dans le référentiel. C'est-à-dire quand tu demandes une formation sur le prompt l'année dernière, je veux dire, elle y était à peine. Enfin, donc, il y a du référentiel, mais on voit, enfin, moi, ce que je constate, c'est que ça bouge parce que c'est très dur à maintenir et à construire des parcours de formation maintenant lisibles sur la base de ces référentiels. Merci pour ce commentaire, Bérangère. Évidemment, on va poursuivre ensuite sur ces questions. Mais je trouve très intéressant qu'un grand groupe comme Canal+, qui est en pointe, qui apparaît comme une entreprise hautement performante dans son secteur d'activité, continue de réfléchir au bien fondé finalement du référentiel de compétences. Jean, qu'est-ce que tu peux ajouter à cela du côté de Safran? Oui, peut-être vous redire à quel point pour nous l'enjeu compétences là est significatif, en particulier dans les 5 prochaines années. Hein. Il va y avoir énormément de départs à la retraite, en même temps qu'il y a énormément de recrutement. Je crois que d'ici 2030, on aura autour de 2 salariés sur 3 qui auront moins de 3 ans d'ancienneté, hein, dans le groupe Safran. Alors, vous imaginez un peu pour un groupe de 100 000 personnes actuellement ce que ça veut dire en termes de montée en compétences, d'entretien, de développement, donc des maintiens de compétences. Et en effet, alors, chez nous, il y a 2 niveaux. Il y en a un où pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a vraiment réussi notre coup, il faut le dire en toute honnêteté. C'est le niveau, là, entre guillemets, SBO, dont on entend beaucoup parler, qui est presque un buzzword, entre guillemets, pour moi, mais à mon avis, sur lequel on a assez peu d'entreprises aujourd'hui qui ont réellement, selon moi, passé la ligne d'arrivée. Alors, ce niveau-là, chez Safran, on l'a déjà tenté et on ne l'a pas réussi il y a maintenant 2 ans. On va le redémarrer. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que lancer vraiment une organisation de type SBO, c'est d'abord une histoire de données, c'est aussi une histoire de référentiel des emplois. Sur lequel, il faut être honnête, on n'était pas prêt, puisque, bon, vous le savez peut-être, mais Safran, les groupes industriels ont embrassé la nouvelle convention collective. Et cette nouvelle convention collective, en termes de niveau de définition, ne coïncidait pas avec ce qu'un outil de SBO va attendre au niveau fonctionnel pour que les salariés vraiment s'y retrouvent et comprennent comment ils peuvent se développer en matière de compétences. Donc, on a un peu reculé sur la solution, on est plutôt revenu au quoi initial, et le groupe est en train de terminer son référentiel des emplois, qui est en fait on va dire un regroupement entre cette nouvelle convention collective qui a été désormais complémentée par la GPEC, qui va beaucoup plus loin dans le descriptif des emplois et qui nous occupe là dans les mois actuels et les mois à venir, et sur lesquels on va relancer un appel d'offres pour trouver cette fois le bon véhicule sur lequel on va pouvoir installer cette SBO. Je rappelle quand même le besoin initial souvent de la SBO, en tout cas tel qu'il est le nôtre, c'est de renforcer les mobilités et les développements des salariés sur la base des socles de compétences afférentes à leur emploi, voire pour aller de l'emploi A à l'emploi B. Hein, c'est vraiment ce qu'on cherche, nous, avec Safran et l'injection d'un nouveau module SBO dans l'écosystème de learning de Safran, c'est d'indexer nos formations en matière de compétences pour faire de meilleures recommandations, soit pour se développer sur son poste actuel, soit pour aller du poste A ou de l'emploi A à l'emploi B. Donc là-dessus, chez nous, en tout cas, il y a encore fort à faire et on va profiter des leçons apprises de nos précédents échecs pour essayer d'arriver. Je rappelle quand même le grand défi d'éviter de créer des référentiels de compétences mort-nés.
comme on le voit beaucoup, c'est-à-dire absolument impossible à maintenir une fois qu'on les a lancés. Deuxième aspect où on se défend un peu mieux, ce sont les compétences dans les directions. C'est pour ça que moi, j'avais voté pour la partie 3, dans les filiales, où là, vous allez avoir généralement une plutôt bonne maîtrise des compétences. On parle de matrice de polyvalence. On est sur un niveau plus fin. Et Safran University, on reviendra tout à l'heure au col bleu, va lancer un proof of concept de pilotage des matrices de polyvalence avec l'une de ses 12 filiales, Safran Electronic and Defense, pour davantage digitaliser ces matrices qui aujourd'hui, il faut être très honnête, sont des fichiers Excel, mais aussi performants soient-ils, et que justement, on ait une meilleure vision des compétences afférentes aux individus et qui nous permettent évidemment une meilleure gestion de la prévision, une meilleure gestion de la rareté, pour savoir qui fait quoi finalement sur les lignes de production. Là, vous voyez qu'on touche du doigt quelque chose de très concret au niveau des chaînes de production, et c'est pour ça que Safran University va plutôt aller sur ce terrain-là dès le début de l'année prochaine, tout en faisant, avec la direction, le travail de réconciliation avec la SBO, qui va recommencer également l'année prochaine et dans les années à venir. Donc, il y a vraiment deux niveaux. Un niveau filial très concret, très terre-à-terre, qui va être la poursuite de ce qu'on a lancé il y a 3 ans avec les livrets métiers, et un niveau groupe, le niveau SBO, sur lequel, évidemment, il faut qu'on se reprenne, puisque pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on l'ait vraiment réussi. Merci Jean-Roch pour ces éclairages. Si on passe maintenant à la technologie, bon, il ne va pas échapper que Moss Mindonsight a, comment dirais-je, a innové depuis déjà un certain temps sur le lien entre compétences et formation, notamment à travers un module de gestion des compétences qui s'appelle Moss Skills. Mais justement, la question qui se pose, donc Élodie, c'est est-ce que la logique des compétences, tu sens que chez tes clients, elle est susceptible de transformer les dispositifs, notamment les dispositifs de formation? Ce qui était aussi intéressant avec Jean-Roch et Bérangère, c'est qu'on voit qu'on a deux positions. On a dans l'entreprise étendue les collaborateurs et on a aussi formé les externes. Et on ne parle pas forcément de compétences quand on est sur les externes. Par contre, nous, on a une notion qu'on a empruntée à SCORM, parce qu'on est SCORM depuis le début, qui est la notion d'objectif, qu'on va utiliser aussi dans les référentiels de compétences, on va dire, plus classiques. Et c'est d'amener finalement ce qui doit être fait au niveau des équipes. Et ce qu'on a pu voir chez nos clients actuellement, c'est que au niveau des référentiels de compétences, c'est plus souvent des référentiels pour des équipes terrain qui ont été mis en place. Je te rejoins, Jean-Roch, avec des clients qui sont venus avec des fichiers Excel en disant, voilà, on a ça, il faut pouvoir faire quelque chose de plus traçable, de plus systématique. Et notamment dans le contexte des usines, la préoccupation au niveau compétences, elle est plus importante que chez l'école bleue, finalement, que chez l'école blanche, on verra tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire valider les compétences au niveau des usines parce que c'est critique pour certains clients. On a notamment mis en place au niveau reporting ce qu'on appelle une heatmap, c'est de voir les zones rouges, c'est-à-dire qu'en termes de remplacement de ces personnes qui ont des connaissances critiques, et bien d'éviter une perte de connaissances finalement au départ de ces personnes et voire même plus du tout de connaissances, de compétences à ce niveau-là. Donc au niveau des référentiels, ce que je reviens aussi, c'est plutôt utilisé par certaines directions, c'est pas généralisé. Et puis je ne vois pas tellement de référentiels lourds qui sont mis en place, en tout cas pas avec Moscorus. Peut-être au niveau des plateformes plus talent. Nous, on arrive je dirais, plus sur les équipes terrain pour mettre en place ces référentiels exactement comme les clients le souhaitent, avec des niveaux qui peuvent être très différents. Je vous redonne aussi peut-être une illustration. On a des clients banque suisse qui disent nous, on veut juste un niveau à la LinkedIn, il a la compétence ou il ne l'a pas, elle n'est même pas
tellement définie. Et puis, on a des clients à l'inverse qui vont aller avec 6 niveaux de compétences, qui décrivent la compétence, etc. Donc, c'est où est-ce qu'on met le curseur finalement? Et le curseur, il est dépendant du besoin qu'on va avoir. Donc, je pense à, j'ai pas vu de référentiel unique, mais plutôt des petits référentiels qui viennent dans différentes directions, dans différents contextes. Et puis, dans le fait d'aller sur, non pas des collaborateurs, mais sur des partenaires, clients ou autres, où on est sur une notion d'objectif, mais derrière laquelle se cachent des compétences. J'aime bien tout ce que vous avez dit parce que je trouve qu'il y a deux cas bien différents entre Safran et Canal+. Pour résumer, on peut peut-être considérer que la compétence d'un opérateur de centre d'appel, Bérengère, tu n'en voudras pas, n'est pas aussi longue et délicate à acquérir que la compétence d'un technicien d'industrie nucléaire ou de l'armement, etc. Et donc, il n'y a pas la même gestion de la temporalité. Ta temporalité à toi, ça consiste à partir du terrain, des besoins immédiats et de construire une solution extrêmement rapide. Donc, la notion même de compétence, elle est un peu problématique parce que tu t'appuies essentiellement sur la notion de performance. Qu'est-ce que c'est que la performance d'un opérateur de centre d'appel? Bien entendu, derrière, on va déployer de la compétence, mais enfin, tu es très orienté là-dessus. A contrario, même si tout ça n'est pas aussi tranché, bien entendu, Jean Roch, lui, est confronté à une problématique de pyramide des âges, de départ à la retraite, de mobilité interne, parce qu'il y a toute une série de compétences qui vont disparaître justement avec ces départs. Et au fond, c'est un peu Élodie qui résume tout ça. Elle résume tout ça en disant que, grosso modo, cette gestion des compétences et l'articulation de la gestion des compétences avec la formation, elle va être très, idiosyncrasique à l'entreprise elle-même, de façon très, très spécifique. Et on le voit bien à travers vos deux cas, Canal+ et Safran, qui sont bien différents. On a parlé des cols bleus. Alors, évidemment, on est au cœur de la question. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté, qu'on élude cela. Et Jean Roch, justement, on est en train d'en parler, là, des cols bleus. Est-ce que c'est si facile de former ces cols bleus, notamment parce qu'il y a une pénurie de compétences aujourd'hui, ils sont occupés à leur job, parce que ça prend du temps, parce que ça suppose des outils, des plateformes de formation qui sont relativement onéreuses, parce qu'on ne forme pas dans l'industrie comme on va former dans le service, par exemple. Où est-ce que vous en êtes sur ces innovations que vous avez pu mener en matière de formation des cols bleus? Alors, tout d'abord, dire à quel point c'est important, y compris pour Safran University, qui est quand même de base une université de collègues col blanc. Depuis 2022, on a un peu changé de cap, c'est-à-dire qu'évidemment, on délivre beaucoup toujours pour ces collègues col blanc, mais il y a une volonté stratégique quand on sait que sur à peu près 100 000 salariés, vous avez environ 46-47 000 collègues opérateurs, opératrices, techniciens, techniciennes sur environ 200 sites de production. Il serait vraiment dommage que l'université n'aille pas sur ce terrain. Donc, depuis environ 3 ans, nous essayons d'aider, et on va voir comment, les sociétés, les 12 filiales, de les épauler dans la formation et même la formation accélérée. Nous avons par exemple vu il y a 3 semaines l'armée de terre qui a les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire de former plus vite sur les lignes, donc de former et de soutenir ces populations. Alors il y a un élément déjà à mentionner, c'est qu'il n'y a pas toujours de modernité immédiate là où on va la chercher, on n'en a pas forcément toujours besoin, à savoir que le compagnonnage médiéval est installé depuis très longtemps chez Safran, et que typiquement, on connaît presque mieux, à mon avis, le tutorat dans les filiales que ne le connaît Safran University en tant que méthode pédagogique. Ça, c'est un premier constat qui m'avait vraiment impressionné. Donc, en s'appuyant finalement sur des méthodes traditionnelles, on peut venir éventuellement les optimiser, comme on l'a fait pour le tutorat digitalisé, sur lequel on a également publié chez Fefor, où finalement, la brique numérique vient complémenter, mais en aucun cas remplacer une relation dûment établi. Et je pense, pour avoir fait pas mal de comparatifs avec d'autres entreprises qui n'ont pas réussi à le faire, que c'est bien la maîtrise déjà préalable de la pédagogie, de l'action de formation tutorale, qui fait que ça a fonctionné quand on a rajouté la couche logicielle pour essayer d'optimiser tout ça.
Donc, depuis plus précisément maintenant, octobre 2023, le groupe s'est lancé dans la mise en place d'un réseau, un anneau d'écoles industrielles. Il faut être honnête, hein, qui quelque part comble les vides en termes d'attente et de qualité des profils qui peuvent nous arriver, y compris d'ailleurs sur des métiers où on a beaucoup de mal à trouver par voie directe des collaborateurs et collaboratrices, par exemple les métiers de la supply chain, ces métiers-là en tension, et bien d'autres comme les chaudronniers ou encore les fraiseurs. Et donc le réseau aujourd'hui atteint sa 80e école. 80e école, constitue finalement un comble vide pour remettre à niveau, mais aussi reconvertir, puisqu'on ne trouve plus toujours par voie directe. Safran forme des coiffeurs, Safran forme des couturiers ou des boulangers qui sont en reconversion dans nos écoles industrielles, qui en fait sont devenues les sas d'entraînement colocalisés aux lignes de production et sur lesquels passent systématiquement les nouveaux et les nouvelles arrivants et arrivantes avant d'avoir le feu vert pour passer sur la ligne de production réelle. Et donc là, la direction des ressources humaines a fait alliance avec la direction industrie Achat Performance Group depuis octobre 2023 pour soutenir la création de toutes les écoles qui lèvent la main et qui ont besoin de se mettre en place, évidemment dans le respect des métiers à développer localement, mais en profitant des méthodes pédagogiques que l'université va qualifier préalablement, donc qui permet évidemment d'opérer une forme de rationalisation des solutions avec de l'impact immédiat. Pour vous donner des chiffres, des gains en heures productives, parce que souvent, la clé, c'est d'insérer la formation dans le travail et que, évidemment, il y a très peu de place pour elle, sauf quand elle est vraiment colocalisée au travail. C'est-à-dire qu'on apprend finalement en se formant et en travaillant et vice-versa. Et du coup, là, il y a vraiment, pour la première fois, des indicateurs d'impact tangibles qu'on a rarement eu, il faut être très honnête, sur d'autres types de formations. Très intéressable sur ces questions, Jean-Roch. Donc, je ne vais pas te laisser poursuivre plus longtemps. Bérangère, je ne sais pas si tu veux passer ton tour sur la question des cols bleus. Non, je veux bien quand même pas passer mon tour. Voilà, alors je vous laisse à toi et à Elodie 30 secondes chacune parce que Oui. on a deux thèmes importants à traiter. J'aimerais vraiment vous laisser la parole, notamment là-dessus. Ouais, je voudrais juste redire que c'est vrai qu'on cherche de la performance pour la satisfaction client, mais on cherche aussi la compétence. C'est juste que dans les centres d'appel, aujourd'hui, c'était compliqué pour nous. On avait des référentiels de connaissances et on n'arrivait pas à adresser la compétence. C'est aussi pour ça qu'on n'avait pas de référentiel de compétences. Ça aurait été prétentieux de notre part d'en avoir un. Et l'IA, justement, par les mises en pratique, va nous aider à construire aussi ce référentiel de compétences et avec des parcours multimodaux. Voilà, c'était juste que c'est pas qu'on ne souhaite pas, en tout cas sur les centres d'appel en faire, c'est aussi qu'aujourd'hui, on n'arrivait pas à le faire, alors que maintenant, avec les mises en pratique, on pourra voir si le geste métier, travailler certains gestes métiers qui aujourd'hui posent des sujets, et c'est un métier qui est aussi très cadencé, très pressurisé, avec des gestes métiers répétitifs et qui change beaucoup, qui est très impacté par l'IA. Donc c'est pour ça que le groupe met beaucoup sur l'investissement aussi pour qu'on arrive à mieux voir la compétence. Voilà. Bien, merci Bérangère. Elodie, un mot là-dessus? Oui, moi, juste un commentaire sur qui dit population terrain, dit aussi accessibilité à la formation digitale. Et c'est un vrai sujet parce que souvent, les cols bleus ne sont pas équipés. Donc, on vient sur le terrain du BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire ils utilisent leur smartphone. Ça pose aussi des questions de sécurité, des questions, donc voilà, c'est un vrai sujet sur lequel, quand on vient sur le terrain, on accède à d'autres problématiques. Il y a bien sûr des réponses, il faut simplifier aussi l'accès. Enfin, on le voit, nous, on a dû, au niveau technique, développer par exemple des choses qui permettent d'avoir une connexion via le portail du manager qui peut connecter ses équipes, et ça remet aussi un peu le manager au cœur de la formation. Donc, il y a une certaine proximité à avoir pour les cols bleus. Donc, on ne les forme pas de la même manière. C'est ça. Donc, une manière différente d'adresser, de penser. Et c'est intéressant de voir que les universités, comme celle de Jean-Roch,
qui étaient très aguerris sur l'école blanc, eh bien maintenant, je trouve que 2025, ça a été vraiment l'année aussi où on a vu le terrain passer devant, parce que sur le reste, tout a été fait. Il y avait une question intéressante sur SBO, et je ne sais pas si tu veux qu'on la prenne à la fin ou… On va marcher l'avancée, on apprendra à la fin. On la prendra à la fin parce qu'elle était vraiment intéressante, la question de Clément. Puisque tu as la parole, garde-la, est-ce que le digital learning va disparaître au profit du présentiel par une espèce de retour de bâton 20 ans après? Élodie? Le retour de bâton sur le présentiel. Alors, nous, on a toujours eu le parti pris que le e-learning complet, ça ne fonctionnerait jamais. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a ce grand retour, je dirais, du présentiel. Il y a notre maison mère qui avait fait une étude auprès de… Notre maison mère, elle est anglaise, elle s'appelle Hemsley, auprès de ses clients, et c'est la modalité préférée des apprenants. Donc là-dessus, c'est clair qu'on a envie d'être en présentiel. Après, ce qu'on a pu voir avec là nos clients français, c'est qu'il y a une certaine complexité de gestion à la demi-journée, etc. Que le présentiel, ça amène vraiment, c'est un vrai enjeu d'orchestration, si je puis dire, dans le LMS, et que de toute façon, on parle de blended. Maintenant, il y a même plus à imaginer les parcours. Voilà, on intègre des ressources digitales, il y a des moments synchrones, donc on est vraiment sur ce retour du présentiel, mais aussi comme un renouveau, parce que le présentiel coûte de l'argent, même si ce n'est pas forcément un luxe de le faire, on l'optimise au mieux grâce justement aux plateformes et aux ressources digitales qu'on peut avoir. Donc pour moi, on le voit maintenant, on a besoin d'humain, je dirais, et on essaye de le remettre dans les dispositifs, même avec le côté IA, où on a les agents, on nous demande d'avoir accès à des coachs humains aussi. Donc voilà, le présentiel, l'humain au milieu, c'est un vrai… Loin d'avoir disparu. Donc Bérangère, tu continues de former les conseillers de centre d'appel en présentiel aussi? Ah oui. Oui, en fait, nous, on va surtout sur le terrain pour la communauté des formateurs qui, eux, après, dispensent aux conseillers, parce que sinon, il y aurait trop de conseillers. Mais on continue, et je vais te dire, 2025 a été un renouveau aussi là-dessus. C'est-à-dire que pour avoir des formations à fort impact, on est allé spécifiquement sur le terrain, l'équipe est allée spécifiquement sur le terrain, et le signe, c'est quand on me demande est-ce qu'un tel ou un tel dans mon équipe peut venir pour faire le suivi. Et ça veut dire que les gens le demandent, en fait. Il y a quelque chose, c'est sûr que on avait diminué avec le Covid, mais on est revenu. On n'a jamais arrêté d'avoir un mixte entre le présentiel et le digital. Je rejoins complètement Élodie, ça ne marcherait pas. Chez nous, en tout cas, il y a toujours cet investissement du présentiel avec la présence de l'équipe formation qui se déplace sur le terrain pour accompagner, pour former et pour déployer. Vraiment. Et on se rend compte que il n'y a rien à faire quand on a des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être formées. Elles aiment avoir le retour de l'expert, du formateur qui est là pour elles, vraiment pour elles. Et on a des résultats très positifs quand on a des mixtes. Et on voit bien que quand la présence, elle est plus là depuis un moment, les résultats descendent. Et hop, il faut… et c'est en ça aussi, on réfléchit aussi quand même à avoir des relais des fois avec l'IA pour essayer de réactiver certaines connaissances quand on ne peut pas se déplacer entre deux déplacements pour pouvoir aller réactiver ces connaissances. Ouais, donc on reste vraiment, nous, sur un mixte et ce qu'on voit, c'est que les gens le demandent. Ouais, vraiment. Et puis, quand tu es 8 heures, 10 heures devant ton poste, c'est des moments un peu hors du temps de sortir de formation. Il se passe des choses, des liens, des émotions que tu ne vois pas ailleurs, en fait. Et vraiment, ce mix, on y tient vraiment et on continue de l'investir, en fait. Ouais. Merci Bérangère. Jean-Roch, même constat, je sais que
tu as digéré beaucoup les leçons du confinement et la nécessité de retrouver ce lien qui passe notamment par le présentiel. Oui, je confirme complètement ce que Élodie et Bérangère mentionnent. En fait, le présentiel est revenu en force. Pour nous, c'est une composante comme une autre pédagogique. Il n'était pas question que le digital fasse tout. Aujourd'hui, on a un mix plutôt à l'équilibre, 50-50 entre digital et présentiel face à face. Maintenant, comme le mentionnait aussi Élodie, il y a toutes les contraintes logistiques afférentes au déploiement du présentiel qui restent très complexes. Et par exemple, typiquement pour Safran University, il y a plein de choses à faire pour arriver à faire les mêmes choses à l'international. Et évidemment, ça reste un défi à part entière que d'arriver à faire ce face-à-face partout dans le monde où se situe le groupe Safran. Michel, ton micro est coupé. Je disais donc, merci Bérangère, tu es très attentive, très aux petits soins pour moi. Donc, je disais, nous allons pouvoir ouvrir le dernier thème sur ces injonctions contradictoires dont je parlais. Et alors, de nouveau, un sondage. Quelle tension vous paraît la plus difficile à gérer dans votre fonction Learning and Development? Globalisation contre adaptation locale, présentiel, on en parlait, contre contrainte budgétaire, innovation technologique contre industrialisation et court terme contre le temps long de l'apprentissage. Voilà. On soumet le vote et on jette un coup d'œil sur le résultat du sondage. Là, il y a deux items qui se battent quasiment à égalité. Court terme contre temps long de l'apprentissage et globalisation contre adaptation locale. Bien, on va pouvoir commenter cela. Les 4 réponses sont très intéressantes. Jean-Roch, comment est-ce que l'université Safran gère notamment la question de ce qui est global et de ce qui doit être localisé? J'imagine que c'est un problème d'une grande complexité à résoudre. Oui, complètement. J'avais choisi celui-là comme élément clé pour nous et c'est pour ça qu'on lance l'internationalisation généralisée du learning sur les 5 prochaines années. Parce qu'en réalité, nos heures restent encore quand même très franco-françaises, il faut être très honnête. Seuls 20% de ces heures concernent à l'international, qui en réalité pèse la moitié du groupe, donc à peu près 50 000 collaborateurs et collaboratrices. Donc vous voyez que ce n'est pas gagné. C'est très compliqué de trouver l'équilibre entre finalement le global et le local. Ce qu'on sait, on en a maintenant une certitude, c'est que sans effectifs locaux, en particulier dans les conceptions, mais surtout également dans les délivrances, qui comprennent les cultures locales, ce que l'on tente de faire au niveau France ne fonctionne pas. Ça, c'est déjà acquis par les tests qu'on a pu mener sur les dernières années. On sait aussi qu'on peut se heurter à des facteurs structurels conséquents, par exemple sur les styles d'apprentissage, lorsque, par exemple, nous venons avec des programmes lourds. Vous savez, parfois, Josh Berzin parle de macro-learning, là où les États-Unis sont plutôt dans le micro-learning. Donc, c'est très compliqué d'un point de vue culturel, logistique et, ne l'oublions pas, financier, véritablement d'arriver à avoir une approche globale, parce que c'est ce qu'on cherche un peu, dans laquelle il y a à la fois ce que demande le groupe au sens général, mais en même temps le respect des cultures et des nations de l'autre côté. Est-ce que, Bérangère, tu es confrontée à la même question que celle que vient de poser Jean-Roch, entre le global et le local? Oui, alors du coup, nous, c'est un apprentissage continu comme Jean-Roch. On est en train de se reposer toutes ces questions au niveau global et au niveau local, exactement pour les mêmes raisons. Les cultures, les moyens, la constitution des équipes, les métiers, enfin, c'est très différent et j'avoue que là-dessus, c'est nouveau parce qu'on a aussi évolué par rapport à ça. Donc, on devient de plus en plus international. Donc, les questions, elles se posent vraiment. Mais moi, j'avais voté sur le court terme, long terme de l'apprentissage. Au quotidien, c'est ça. En fait, c'est vrai que
tout va très vite, va très fort, tout change beaucoup. Et c'est un peu un équilibre instable en permanence entre, il faut fournir des contenus que nos apprenants, en l'occurrence nos conseillers clientèle, puissent faire à des moments, mais qui sont plutôt des moments courts, c'est-à-dire par tranche de demi-heure, par exemple. Donc, on fait des petits contenus, et en même temps, on sait très bien que l'apprentissage, ça va être un temps long si on veut vraiment que les notions soient acquises. Donc, il faudra y revenir. Donc, c'est comment on propose des contenus, mais qu'on peut revoir sous différentes formes c'est vraiment ça, je trouve que c'est le plus compliqué parce que, plus compliqué, non, j'aurais pu voter pour les 4 en même temps. Mais disons que ça, si on veut que ça s'ancre, que la connaissance puis la compétence s'ancre, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas avec des modules de 10 minutes, c'est avec un dispositif qui va nous proposer de la répétition et de la mise en pratique. Et ça, c'est vrai que on sait qu'on n'a pas toujours le temps, pas toujours les moyens, et c'est toujours un équilibre qu'on recherche, mais qui est difficile, je trouve. Ouais. Élodie, toi qui passes une bonne partie de ton temps à psychanalyser tes clients, quel est ton constat là-dessus? Quelles sont les multiples injonctions auxquelles ils ont à faire face et comment les gèrent-ils à ton avis, et quelles sont les plus importantes en fait? Le mot magique local, on avait même fait un webinaire il y a longtemps là-dessus, Michel, c'est toujours la question de comment on va orchestrer tout ça entre, que ça soit l'international ou même en Suisse, on a quelques langues à gérer, quelques pays différents à l'intérieur d'un même pays. Et puis, c'est toute je dirais, une sollicitation qu'on a en termes pas uniquement de langue, on pense que c'est ça, mais la culture, au-delà de la langue, c'est comment on va pouvoir faire des dispositifs qui vont être transverses, comment on va pouvoir personnaliser suffisamment, quelles sont les exigences de sécurité, parce que maintenant, il y a aussi, on venait avec des questions d'agents IA ou autres qui doivent être hébergés aux États-Unis pour les États-Unis, en Europe pour la communauté, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, si je reviens sur le sondage, entre eux aussi l'industrialisation en tenant compte de ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité, au niveau des exigences de performance, etc. C'est vraiment une orchestration qui est pas très simple. Et puis, si je reviens sur ce que disait Bérangère, entre le micro-learning et le reste, mais on voit quand même maintenant plus de choses qui sont ciblées, qui vont être des portails éphémères ou des choses un peu plus légères. On est moins sur les gros dispositifs, on est plus sur justement de la personnalisation sur différentes régions, on va dire, ou thématiques. C'est ça la réalité de mes clients actuellement. On a un peu l'impression, là, avec ce sondage, que le responsable formation, c'est un mixeur. Il joue avec une table de mixeur et avec des curseurs, ou alors il faut placer le curseur sur global, local, à quel endroit exactement, sur court terme, moyen terme, long terme, sur innovation, industrialisation. Donc, une vraie table de mixage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est dynamique en plus. C'est-à-dire que sur une année, le curseur sera placé sur local à tel endroit, mais l'année suivante, en fonction de la stratégie d'entreprise, il pourrait avoir bougé. En tous les cas, on s'aperçoit à quel point c'est une question délicate pour les responsables formation, avec une implication directe sur les budgets, parce que les budgets, le flux budgétaire, on sait qu'il est en restriction aujourd'hui. On a quasiment terminé. Parce qu'on a terminé, il y a une question qui a été posée par Clément. Tu l'avais pointé. Élodie, peut-être est-ce que tu peux y répondre. Le sujet qui me semble intéressant est le lien entre skill-based organization, et le lien humain-IA. Est-ce que tu as réfléchi à ces sujets? Bon, inutile de dire que chacun des sujets qu'on a traités aujourd'hui pourrait donner lieu à un webinaire à part entière. Chacun, tellement c'est riche. Mais peut-être est-ce que tu as une première réponse là-dessus? De mon côté, même s'il avait demandé à ce que ça soit mes deux collègues qui répondent, ce que je peux dire, c'est que les agents IA, il faut peut-être aussi les considérer comme des nouvelles ressources de compétences.
Après, l'IA, elle va nous aider aussi à, je pense, c'est pas forcément un sujet très simple, hein, on s'y attelle, mais à orchestrer les compétences aussi. Donc, il y a aussi le lien humain-IA qui est le vrai sujet sensible, hein. Et je pense que le point critique, il n'est pas tellement technique, mais c'est plutôt organisationnel, relationnel. Dans ce contexte-là, qui va finalement définir les différentes missions, etc. Enfin, pour moi, c'est un sujet fort parce que la SBO finalement, elle va inclure les agents IA comme des compétences, je dirais presque natives, hein, et puis on va c'est un sujet qui n'est pas encore totalement mature, je dirais, mais qui s'inscrit dans une vision stratégique, hein, aussi pour nous, en termes d'édition, de pouvoir concilier l'humain, de concilier l'IA au service de cette SBO. Bérangère, un mot sur une réponse à Clément? Oui, sur les... Alors, pardon, hein, c'était sur l'IA et moi, ce que je remarque, hein, vraiment, et je redis par rapport, c'est aussi que, enfin, je veux dire, il faut vraiment, vraiment que les données qu'on lui donne, elles soient très, très précises. Et c'est là où je vois quand même ces limites d'usage, dans le sens où il faudra bien prendre le temps, si on veut des choses pertinentes, de le développer. Et souvent, on s'est dit, l'IA, c'est magique, on va y aller, etc. Et voilà, il y a un gros, gros travail en amont, je trouve, pour que justement ces IA dont tu parles, Élodie, d'accompagnants, de compagnons, en fait, de nouveaux compagnons, soient performants et toujours faire quand même, toujours avoir des solutions qui nous permettent de vérifier les réponses régulièrement. Voilà. Jean-Roch, tu prendras la parole en dernier pour répondre aux deux questions qui ont été posées par Clément et Saline, notamment Saline sur la formation des cols bleus. Donc, je te laisse conclure sur ces questions. En effet, pour l'IA, j'aurais pu l'ajouter pour le projet SBO, ça faisait clairement partie de la proposition de valeur de maintenabilité de ce qu'on appelle les compétences afférentes aux emplois, et puis les compétences afférentes aux formations. C'est vraiment là qu'est la proposition de valeur. Les tests qu'on a menés, hein, même si vous l'avez vu, on s'est d'abord trompé, hein, pour repartir l'année prochaine, c'est qu'on est sur un rapport à peu près de 80-20 sur ce que l'IA amène, par exemple dans la détection appuyée et semi-automatique des compétences afférentes aux emplois. En gros, il y a à peu près 20% qui restent à la main de l'homme pour venir derrière contrôler et raffiner ce que l'IA a fait. Mais c'est très intéressant parce qu'on parlait de référentiel mort-né. Pour nous, sans l'IA, il n'y aura pas non plus de maintenabilité de tout ça. C'est-à-dire que ça va marcher au début et puis ça va très vite se scléroser. Donc, on sait aujourd'hui qu'on est à peu près sur 80-20 sur le soutien de l'IA dans ce qu'on appelle donc chez nous les job to skill et les training to skill. Et on en aura besoin évidemment pour faire des recommandations de qualité à nos salariés dans le cas, on en parlait tout à l'heure, de leur mobilité. Donc, ça va être un enjeu crucial. L'IA va jouer un rôle clé, en effet, dans les prédéterminations des compétences afférentes aux emplois et aux formations de façon dynamique. Dernier point à ne pas négliger, mes collègues le citaient, c'est la qualité de la donnée. On a aussi lancé des chantiers de nettoyage de toutes nos formations dans le système de learning Safran pour que lorsque le projet SBO va repartir, l'IA puisse s'appuyer sur des fiches catalogues de qualité parce qu'une fiche catalogue sans titre, sans objectif, l'IA ne fera aucun miracle dessus pour faire un travail de détermination de compétences. Voilà un élément qui nous a beaucoup marqué dans les tests qu'on a pu réaliser en 2025 et 2024. Merci Jean-Roch, merci Bérangère, mille merci Élodie et Marion. Vous avez été très intéressants, très concrets dans les réponses, dans la façon d'aborder la chose. Et je le vois à l'intérieur du chat, ça a vraiment frappé les esprits. Donc on est à la fois capable, en tous les cas nos trois intervenants, de prévoir en stratège et d'agir en primitif, comme dit le poète René Char, et ça c'est très bien. Vous allez recevoir le replay, bien entendu. Vous pouvez maintenir la connexion avec les intervenants pour poursuivre les échanges. Je pense qu'ils ne demandent pas mieux. Vous avez compris que ce sont
Ce sont des givers, ils donnent sans problème, ils aiment cela, ils aiment transmettre. Et profitons-en pour souhaiter à tout le monde d'excellentes fêtes de fin d'année. En tous les cas, je remercie à l'audience d'avoir été quasiment présente jusqu'au bout et encore une fois à nos 3 intervenants. À très bientôt, j'espère. Merci à Merci tous beaucoup. et à toutes. Merci. Belle fête. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.